Après 3 jours de travaux, les lampions s'éteignent sur la première édition du Forum international de la diaspora. Les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur à travers des panels ont touché du doigt les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Des recommandations ont été faites dans ce sens pour améliorer l'investissement des Maliens établis à l'extérieur du Mali. 2025, année de la culture, le président de la transition joint l'acte à la parole. Dans le cadre de ses œuvres sociales, des artisans ont reçu hier 300 kits solaires, des kits composés de batteries lithium, d'ondulaires, de panneaux et accessoires. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui saluent l'esprit patriotique du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Joli coup de filet des douanes maliennes. Ils ont saisi 2 tonnes d'explosifs, 6 containers de boissons. Cette opération a eu lieu dans le secteur de Baguinenda. Elle témoigne de l'efficacité du dispositif de surveillance de la direction du renseignement, dispositif qui permet de lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Le film de l'opération avec Yaya Konaté dans ce journal. Le grand format de la rédaction s'intéresse à la polygamie, un régime pas facile à vivre pour certaines femmes. Par contre, d'autres s'y habituent afin d'inculquer de bonne éducation aux enfants et contribuer à la stabilité du foyer. Quand Soutou Kanouté s'est intéressé au sujet, vous aurez des témoignages des acteurs et hommes de droit dans ce journal. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 3 jours de travaux, les lampions se sont éteints sur la première édition du Forum international de la diaspora. Les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur à travers des panels ont touché du doigt des difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Des recommandations ont été faites dans ce sens pour améliorer l'investissement des Maliens établis à l'extérieur. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'était au Centre international des conférences de Bamako en présence de Harry Djoumatina. Jouant un rôle très important dans le développement du pays, la diaspora occupe une place majeure dans la vision stratégique des plus hautes autorités de la transition. Ces cadres d'échange de 3 jours, initiés par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, à la faveur de la première édition du Forum international de la diaspora, a été l'occasion de passer au peigne fin les problèmes auxquels nos compatriotes vivant à l'extérieur sont confrontés. Les 3 jours de débat autour de 7 panels et une table ronde ont été sanctionnés par des recommandations. Sur le registre des recommandations, pendant 3 jours, une table ronde de haut niveau et 7 panels thématiques ont permis de croiser les expertises, d'échanger des idées et de partager des expériences et de formuler des recommandations ci-après. 1. Régionaliser le Forum international de la diaspora et favoriser les investissements croisés, notamment à l'échelle de l'AES. 2. Prendre des mesures idoines pour restaurer la confiance de la diaspora et mobiliser son potentiel. 3. Reconnaître la diaspora comme une entité administrative. 4. Créer des guichets uniques dans les missions diplomatiques pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets. Et ce que nous avons partagé ces derniers jours va bien au-delà d'un programme ou de panel. Nous avons vu une reconnaissance mutuelle, un mouvement collectif qui marque une étape fondatrice. Ce forum confirme que la diaspora malienne n'est pas en périphérie des enjeux nationaux. Elle est au centre, force d'innovation, levier de résilience, partenaire de solutions. La première édition du Forum international de la diaspora aura tenu toutes ses promesses. Saluer et remercier la forte mobilisation de notre diaspora venue d'au moins 66 pays à travers le monde et qui pendant 3 jours ont irrigué les débats, ont fait des propositions, ont fait des recommandations. Et pendant ces 3 jours, je pense que nous avons consolidé la confiance entre l'État et sa diaspora. Nous sommes soumis à un exercice d'écoute intense avec un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers le président de la transition,
chef de l'État, son Excellence Jean d'Armée Assimi Goïta, pour avoir cru en nous et en cette proposition, ce projet de forum. Et reconnaissance envers l'ensemble des membres du gouvernement pour leur solidarité agissante à travers leur présence, aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture. Et une mention de reconnaissance spéciale au ministre de l'AIS. Vous l'avez remarqué, ils ont été du début à la fin. Ils ont animé des panels. Donc je pense que c'est plus que de la satisfaction, c'est carrément un espoir de co-construire, de co-développer entre nous, État, et notre diaspora. Lors de la cérémonie de clôture, des motions de reconnaissance et de remerciements ont été adressées, entre autres, au président de la transition, chef de l'État, pour avoir initié la tenue de ce forum, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, au ministre de l'espace AIS qui ont assisté au forum, au ministre modérateur, aux experts, aux participants, aux investisseurs de la diaspora et à la Commission nationale d'organisation. À travers ces forums, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine inscrit durablement ses actions dans la dynamique des refondations nationales en cours. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche poursuit sa visite de terrain afin d'encourager les acteurs évoluant dans le secteur de l'élevage. Youbaba était hier à Banankoro où se trouve la ferme Mali Agripito. La ferme s'étend sur une superficie de 5 hectares. Le ministre a visité les 19 étangs piscicoles avec des explications bien détaillées sur les techniques de pisciculture et les difficultés que le promoteur rencontre. Cette ferme produit plus de 80 000 alevins par mois. Fadema Keïta a suivi la visite pour ORTM 1. Visite des 19 étangs piscicoles suivie d'explications sur les techniques d'élevage des variétés de poissons que chaque étang renferme. C'est l'exercice auquel s'est prêté le ministre de l'Élevage et de la Pêche et quelques membres de son cabinet. La visite guidée permet aux premiers responsables du département de s'assurer si les étapes de la pisciculture sont respectées. La ferme Mali Agripito d'Amadou Tembeli produit plus d'1 million d'alevins par an, soit 80 000 par mois selon le gérant. Chez nous ici, tout commence par l'écloserie. Dans l'écloserie, on produit les alevins. Après la production des alevins, on les grossisse. Après le grossissement, puis on vend comme poisson marchand. Mais toute notre production n'est pas vendue comme poisson marchand. Il y a la vente des alevins aussi. Après l'éclosion, les alevins font 2 mois, 1 mois à 15 jours, 2 mois dans l'écloserie. Après l'écloserie, qu'on appoisonne les bassins. Et maintenant, on a 19 étangs piscicoles. La ferme Mali Agripito d'Amadou Tembeli est une réalisation à soutenir à cause de son apport sur l'économie du pays. La ferme Fitio Agri Tembeli est en train de mettre en œuvre la politique du département et effectivement par la production d'alevins, de clarias, ils produisent environ 1 million d'alevins qu'ils vendent effectivement soit à l'État, soit aux particuliers. Donc, et aussi, ils utilisent 5 personnels permanents inscrits à l'INPS. Il faut dire que cette ferme a bénéficié des subventions à travers le PADEL-M et donc pour la construction des bassins, des bassins très importants et très larges. Et nous voyons que tout le processus est suivi vraiment et c'est un processus de qualité. La ferme Mali Agripito d'Amadou Tembeli, qui a commencé ses activités en 2016, est installée à Banankoro, à 1 km de la route nationale 6. Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a remis des kits solaires aux artisans maliens, un geste de solidarité qui devra permettre d'accompagner les artisans dans les différents corps de métier. Les 300 kits sont composés de batteries lithium, d'onduleurs, de panneaux et accessoires. Cette cérémonie s'inscrit également dans le cadre de l'année de la culture décrétée par le chef de l'État. Le reportage de Ibrahim Kaoukonati.
Dans le cadre de sa politique sociale et de développement inclusif, le président de la transition du Mali ne cesse de multiplier les actions en faveur des couches les plus actives de la société. Parmi elles, les artisans occupent une place de choix. Reconnus pour leur rôle vital dans l'économie locale, la culture et la préservation du savoir-faire traditionnel, les artisans bénéficient aujourd'hui d'un appui renforcé de la part des autorités de la transition. Nos chaleureux remerciements au chef de l'État, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et la chance d'être sélectionnés et pour recevoir cet accompagnement. En effet, depuis 6 mois, le président a voulu, à travers sa commission, faire ce geste pour soulager les artisans du Mali. 300 artisans ont été sélectionnés dans plusieurs corps de métiers avec des critères bien définis. Il faut être artisan professionnel et reconnu, disposer d'une carte de membre et affecté par la crise énergétique. Il y a plus de 600 métiers. Mais il y a plus de 500 métiers liés à l'électricité. Surtout les petits métiers. Les métiers liés à la transformation agroalimentaire. Ceux qui font les glaces, les crèmes, étaient à l'arrêt. Mais grâce à ces panneaux, grâce à ces batteries, les frigos vont démarrer. Les petits ateliers de soudure, ça va démarrer. Tous les petits métiers liés à l'électricité, moi je pense que ça serait un grand soulagement même pour l'EDM. Donc nous sommes très heureux, très contents. Tous nos remerciements à monsieur le chef de l'État. Le président de la transition a voulu apporter sa solidarité, son patriotisme à ces artisans-là en les offrant ces kits solaires composés de batteries, d'onduleurs, de panneaux solaires et accessoires. Des équipes vont passer chez ces artisans pour installer ces installations et leur former un peu à l'utilisation de ces installations parce qu'il y a 300 kits qu'on va donner, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui en ont plus besoin. Donc tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps, mais si eux ils ont la chance de bénéficier de ces installations-là, c'est d'en prendre soin afin que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier et appeler les gens à la solidarité. L'initiative vise non seulement à améliorer les conditions de vie des artisans, mais aussi de valoriser le patrimoine culturel malien. Un mot de l'initiative à l'école de la citoyenneté. À Tombouctou, le commandant de zone de la 5e région militaire et le président de la délégation spéciale du conseil régional étaient face à la 4e cohorte. Cette démarche a été bien saluée par les jeunes qui assurent avoir tiré des connaissances utiles pour leur formation, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly nous en disent plus. Le président de la délégation spéciale du conseil régional de Tombouctou, Isiaka Nazoum, et le commandant de zone, colonel Seydou Bassirou Niagando, sont les visiteurs du jour à l'école de la citoyenneté. Ils sont venus contribuer au rehaussement du niveau des apprenants sur les valeurs citoyennes. Chacune des deux personnalités a échangé avec les apprenants sur des sujets de leur ressort, notamment les missions de la délégation spéciale du conseil régional de Tombouctou, les réformes sécuritaires et les missions de la 5e région militaire. Les jeunes ont posé des questions de compréhension à leurs interlocuteurs et assurent avoir pris bonne note. En tant que jeunes, nous avons des questions et des sujets dont nous débattons dans les rues, mais dont on n'a pas les réponses. Donc aujourd'hui, ils nous ont permis vraiment d'être éclairés sur beaucoup de sujets. Et c'est vraiment une approche que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Moi, ce que j'ai beaucoup compris, c'est surtout leur façon, leur parcours, jusqu'à là où ils sont aujourd'hui en tant que président, en tant que commandant des hommes. Donc ça c'est le premier aspect. Donc le deuxième aspect c'est par rapport à l'explication donnée surtout par le commandant de base, c'est-à-dire sa fonction, ce que veut dire un camp, ce que veut dire une région militaire, ainsi de suite. Ce cadre d'échange a été utile pour les visiteurs de jauger le niveau de compréhension des jeunes en matière de gouvernance et surtout les aspects sécuritaires. La construction d'un pays, le développement d'un pays ne peut se faire qu'avec des citoyens imbus de patriotisme. Il faut que dès à bas âge, que ces enfants-là comprennent qu'ils doivent être de vrais patriotes. Ils doivent prendre le risque qu'il faut pour leur pays. C'est toutes les couches de la société qui sont passées une à une ici pour pouvoir donner leur vision. Donc pour nous c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui doit se perpétuer.
Et c'est à notre avantage aussi, ça nous offre l'opportunité de pouvoir échanger avec la jeunesse, de pouvoir quand même les inculquer ce que nous attendons d'eux et eux aussi nous faire savoir leurs préoccupations en tant que jeunes. Cette démarche prouve à suffisance l'implication des différents acteurs de la région à inculquer aux jeunes des notions patriotiques en vue de faire d'eux des citoyens modèles. Comme mentionné dans les titres, 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans leur mission de protection de l'économie nationale, de la santé publique et du consommateur. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. La valeur des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA. Quant aux explosifs, il s'agit d'un enjeu sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Yaya Konaté, reportage. Ils croyaient pouvoir se faufiler entre les mailles du filet pour déverser leurs produits dangereux sur le marché. Mais c'est ici, dans les entrepôts des douanes du Mali, que ces camions ont été conduits avec leur cargaison explosive au sens propre du terme d'un côté et au figuré de l'autre. Pour ce qui concerne la première saisie, il s'agit, tenez-vous bien, de près de 2 tonnes d'explosifs soigneusement dissimulés derrière des cartons de produits pharmaceutiques eux-mêmes contrefaits dans un camion en provenance d'un pays de la sous-région. Un chargement à très haut risque avec de gros enjeux sécuritaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette saisie porte sur 15 915 unités d'explosifs. La saisie a été opérée comment? C'est sur la base d'exploitation des renseignements et qui a abouti à un ciblage d'un camion en provenance de la sous-région. Les produits étaient dissimulés avec une quantité importante de produits pharmaceutiques en dessous d'autres marchandises. Donc, ni était l'exploitation du renseignement, c'est pas possible. La deuxième saisie présentée ce jour par les douanes du Mali s'est opérée le 15 juillet dernier quand une patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude file et intercepte à la périphérie de Bamako 3 camions qui déchargeaient leur cargaison. Il s'agit de 6 conteneurs de boissons alcoolisées dissimulés derrière des boissons énergétiques. La marchandise n'est certes pas en elle-même prohibée, mais les véhicules à immatriculation étrangère avaient tout mis en œuvre pour contourner et dépasser le bureau de dédouanement. Cela dans un contexte où l'État malien a adopté des mesures fiscales renforcées avec une taxation spécifique sur certains produits, notamment les boissons alcoolisées. Les équipes des patrouilles de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude ont saisi sur la base des renseignements précis aux alentours de Bamako et plus précisément Baguineda, plus de 16 000 cartons de boissons alcoolisées à 18% de taux d'alcool. Donc cette saisie a été effectuée en total contournement de la procédure douanière. Heureusement que les services de surveillance sont là pour mettre l'État dans ses droits. Entre opérateurs indélicats, contrebandiers et autres faussaires et les agents des douanes, on rivalise sans cesse d'ingéniosité, mais les soldats de l'économie ont la plupart du temps une longueur d'avance grâce au renseignement et à un dispositif qui fait ses preuves tous les jours. Comme on a dit, on a un dispositif qui est là et qui est basé sur l'instruction 4 sur le renseignement douanier. Je dirais que cette instruction, qui est d'ailleurs en relecture, est flexible et s'adapte à toute situation. Et c'est ce qui nous permet de faire des résultats probants aujourd'hui. Si la valeur marchande des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA, celle des explosifs se mesure plutôt à la dimension sécuritaire dans un environnement trouble. Et au-delà des aspects économiques, les douanes du Mali restent déterminées à accomplir toutes les missions à elles confiées, en l'occurrence celles qui concernent la protection des consommateurs, mais aussi de la santé publique. Des officiers stagiaires de la 27e promotion du cours supérieur de la gendarmerie étaient en visite à l'intérieur du pays. Dans la capitale du Méguétan, les 45 officiers, dont 12 des pays amis et leurs encadreurs, ont échangé avec le chef de l'exécutif régional. Le colonel Lamine Kapori Sanogo leur a prodigué des conseils, surtout dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Les stagiaires ont également visité quelques sites touristiques de la région. Le reportage de Adama Traoré.
Traoré. Une mission pédagogique initiée par la hiérarchie du cours supérieur de la gendarmerie a permis aux 45 officiers stagiaires, dont 12 des pays amis, de rencontrer le gouverneur de Koulikoro. Une rencontre au cours de laquelle ils ont été édifiés par l'hôte du jour sur les potentialités qui regorgent la région de Koulikoro. Nous avons à Koulikoro un potentiel énorme en ce qui concerne les forêts. Nous avons 11 grandes forêts classées dans la région de Koulikoro. Nous avons le fleuve Niger et beaucoup d'autres cours d'eau irriguent la région de Koulikoro. Donc nous avons une valeur agricole importante. Et aussi à cela s'ajoutent les unités industrielles qui sont évaluées à un peu moins de 200 officiellement. Donc ce qui nous interpelle, ce qui montre à suffisance combien la région est industrialisée et combien il est important de venir voir des visu, les potentialités économiques, industrielles et autres à travers qui se trouvent à Koulikoro. Les échanges avec le gouverneur ont été un moment particulièrement apprécié par les visiteurs du jour et leurs encadreurs. Une satisfaction totale, je vais le dire, puisqu'il a fait une présentation vraiment hors norme par rapport à la région. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu à Koulikoro, à travers sa présentation, on peut d'ores et déjà se faire une idée par rapport à Koulikoro. Les connaissances acquises au cours de cette formation dans les domaines de la tactique, de la topographie, des maniements des armes, la transmission, j'en passe, devraient permettre aux auditeurs d'être performants et opérationnels sur le terrain après la formation. Après le gouvernorat, les auditeurs de la 27e promotion du cours supérieur de la gendarmerie se sont rendus au centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro, un centre de référence en matière de formation du personnel officier du Mali et du continent. Dégradation de l'environnement, pollution du fleuve due aux actions de l'homme. Face à la gravité de la situation, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers la Direction générale de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration des eaux usées, mène des campagnes de sensibilisation. Une délégation de l'ANGSM s'est rendue à Djikoroni Para pour échanger avec les teinturiers sur les dangers que le fleuve risque en y déversant les déchets. Diakité pour plus de détails. Le fleuve Niger est de plus en plus agressé par des actions anthropiques. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement porte un regard vigilant sur ces phénomènes à travers l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration et des eaux usées du Mali. C'est pourquoi cette délégation du ministère de l'Environnement s'est rendue sur les berges du fleuve à Djikoroni Para pour d'abord échanger avec les teinturiers installés tout au long du fleuve et qui y déversent des eaux usées. Cette eau des teintureries, si ce n'est pas traité, ça a des impacts. Ça a des impacts sur l'environnement. Les eaux, que ce soit l'eau du puits, l'eau du fleuve, avec l'infiltration, ça a d'énormes impacts. Donc ça a des effets néfastes pour la santé. Tout déversement de produits chimiques dans l'environnement doit être puni, passible à une peine d'emprisonnement de 3 ans. Et en même temps, il est contraint aussi de réhabiliter les dégâts causés. Et donc, mais nous savons tous qu'il y a les textes, il y a les sanctions, mais comme sensibiliser la population aussi est une attribution de notre direction, on est là pour conscientiser la population, pour savoir que effectivement en la matière, il y a des réglementations qui existent. Ces différentes initiatives sont financièrement soutenues par la GIZ. Nous soutenons cette initiative parce que nous avons tous compris que l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de la ressource en eau est une préoccupation majeure du gouvernement de la République du Mali. Le département reste engagé au quotidien pour la sécurisation du fleuve. La première chose, c'est la sensibilisation. Nous, on est en train de faire ça. On les informe sur les effets. Parce que c'est les questions économiques. Souvent, le défi, c'est énorme. Parce que ce qu'on me propose et ce que je gagne, donc il faut qu'il y ait un équilibre un peu par rapport à ça. Mais par rapport à la protection de l'environnement, on ne peut rien comparer. Parce que le fleuve, là, est notre richesse à nous tous. Le sous-sol aussi. Et les enjeux sont autour ici
du fleuve, parce que l'eau de boisson aussi provient quelque part. La délégation saisit l'opportunité pour lancer un appel de fédération des efforts pour la protection de ce patrimoine commun, le fleuve Niger. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, est à Nairobi au Kenya. Doumbia Mariam Tangara a pris part aux travaux de la 20e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement sous le thème 4 décennies d'action environnementale en Afrique et réflexion sur le passé et projection vers l'avenir. À l'ouverture de la session, la ministre Doumbia Mariam Tangara a insisté sur les questions de sécurité climatique et de consolidation de la paix dont notre pays assure le leadership depuis la tenue à Bamako en novembre 2023 du premier forum régional sur le nexus climat, paix et sécurité et l'adoption de la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. L'Afrique, bien qu'elle ne soit responsable que d'environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reste l'un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique, inondations, sécheresse, insécurité alimentaire, érosion côtière, déforestation et perte de la biodiversité, y compris de plus en plus fréquents. Ces défis environnementaux, exacerbés par des faiblesses structurelles, financières, technologiques, institutionnelles, menacent le progrès du développement et de stabilité du continent. Nous proposons l'intégration systématique du climat dans les plans de développement nationaux et sectoriels, la mise en œuvre des mécanismes innovants de financement, dettes converties en investissement vers marché du carbone, financement mixte, obligations vertes, le renforcement des partenariats entre gouvernements, secteur privé, institutions financières multilatérales et organisations de la société civile. La création d'un environnement propice à l'investissement vert par des politiques fiscales incitatives, une meilleure gouvernance financière et une évaluation rigoureuse des risques climatiques. La promotion des cadres budgétaires nationaux intégrant la résilience climatique, la mobilisation davantage de financement public, privé et mixte pour soutenir les actions d'adaptation et d'atténuation. Aussi, et enfin la transparence et la régularité dans l'allocation des ressources liées au climat. Le Niger se dotera bientôt d'une politique nationale de développement du numérique 2026-2035. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a installé officiellement les membres du comité chargé de la relecture du dit document. Après le rappel de l'importance de ce document cadre et les missions du comité, le ministre a renvoyé les membres dans l'exercice de leurs fonctions. Le reportage de Hawa Maman et Abdoulaye Ali. Le comité en charge de la relecture du projet de document de la politique nationale de développement du numérique 2026-2035, qui vient d'être officiellement installé par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, est dirigé par le secrétaire général du dit ministère. Cette politique permettra de disposer d'un document cadre dans le secteur du numérique afin d'accélérer le développement des nouvelles technologies au Niger, conformément aux objectifs visés à travers le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Permettra de relever les défis tels que l'amélioration du taux de couverture nationale, c'est-à-dire le taux de pénétration mobile et Internet haut débit, la qualité des services, l'accélération de la digitalisation des services publics, le renforcement de la cybersécurité, accélérer l'innovation et le développement de compétences, instituer un cadre juridique institutionnel, avoir une économie numérique réellement prospère et croissante. La mission principale de ce comité est de faire la relecture du projet de document de la politique nationale de développement du numérique. On a foi en notre capital humain, en vos expériences, vos compétences, pour l'élaborer, pour qu'elle soit conforme à notre environnement et réalité.
Avant de souhaiter plein succès aux travaux des membres du comité chargé de la relecture du projet de document de la politique nationale de développement du numérique 2026-2035, le ministre les a exhortés à plus de professionnalisme afin de remettre le document dans le temps imparti, c'est-à-dire un délai d'1 mois. Au Burkina, c'est parti pour la grande saison du tourisme interne. L'objectif est de faire de la destination Burkina une priorité. Il s'agit pour le ministère en charge de la culture de faire du tourisme interne un levier de développement économique et de cohésion sociale. La 3e édition de la grande saison du tourisme a été lancée hier à Tenkodogo. Elle se déroule jusqu'en septembre. Le reportage de nos confrères de la RTB, Roger Kam et Bienvenue Taosa. Une mobilisation qui épouse l'esprit de la grande saison du tourisme interne. Au Palais Royal de Tenkodogo, certains découvrent pour la première fois, d'autres redécouvrent un pan de l'histoire de ce haut lieu chargé de mémoire. Le ministre en charge de la communication, de la culture et du tourisme en avant pour dire que la 3e édition de la grande saison du tourisme interne au Burkina Faso prend son envol dans le Zungrantenga. Cette cérémonie est un acte fort de notre résilience, une manifestation de notre engagement à valoriser notre patrimoine et à promouvoir notre potentiel touristique pour ainsi stimuler le tourisme interne, revaloriser notre patrimoine culturel et naturel et consolider le rôle du tourisme interne comme levier de développement économique et de cohésion sociale. À travers cette initiative, les Burkinabés sont invités à contribuer à faire de la destination Burkina une priorité. C'est une manifestation de la résilience du peuple tout entier. Cette grande saison touristique se veut inclusive, participative et orientée vers l'action. Elle entend mettre en lumière toutes les régions du Burkina à travers notamment des visites de sites emblématiques et des animations culturelles. Pour cette saison touristique, Faso Tourisme met à disposition des produits touristiques adaptés aux attentes des touristes résidents afin de faciliter l'accès à l'offre locale et encourager le déplacement touristique. La cérémonie d'ouverture est mise à profit pour récompenser les lauréats du concours de photographie des sites et attraits touristiques du Burkina Faso. Retour à l'actualité nationale, les forces vives de sang apportent leur soutien aux autorités de la transition pour toutes les initiatives de développement dans la région. C'était au cours d'un meeting qui a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de Santoro et Karantela. De sang, la correspondance de Drissa Kone. Il est rare de voir la salle de la maison des jeunes de sang refusée du monde. Mais cet après-midi, c'est chose faite. Il s'agit d'un meeting de soutien aux autorités de la transition pour toutes les actions de développement entreprises dans la région. Une initiative de la société civile de sang. C'est montrer au monde entier que sang est derrière et devant la transition. Ce qui a été fait pour sang, vraiment, on ne peut pas passer sous silence sans remercier la transition. Les jeunes et les femmes étaient attendus. Ils ont répondu de façon déterminée. Nous sommes nombreux et au moins c'est pour dire merci à la transition. Et nous réitérons notre soutien aux 5 ans renouvelables qu'on a attribués au président. Comme il le dit tout le temps, c'est un jeune, nous-mêmes nous sommes jeunes. Donc c'est dans ce cadre que la jeunesse de sang aussi se mobilise pour soutenir notre transition et nous nous reconnaissons pleinement dans ces actions. Cette marque de reconnaissance est appréciée à sa juste valeur par le colonel-major gouverneur de la région. Les châteaux d'eau, la construction d'un camp militaire, la pose de la première pierre pour le festival de légitimité, l'honneur porté sur notre région pour abriter la quinzaine de l'environnement. Ensuite, un autre honneur, la journée mondiale de la population célébrée à Kimparama. Comme il n'y a pas 203, une grande coopération Mali, UNICEF, et le Mali a décidé que cette réunion aussi se tiendra à 100 ici, du 23 au 24. Donc 100 a eu beaucoup d'honneur que nous allons conclure
avec la construction du tout nouveau marché apparemment. Comme le dit cet adage, seul on est rapide, mais ensemble, on va plus loin. Le dossier de la rédaction est consacré à l'amour au pluriel, disons la polygamie. Ce régime matrimonial est accepté par certaines femmes, par contre d'autres se regardent en chien de faïence. Pour le bonheur de la famille, que faut-il faire pour que les coépouses cohabitent en paix sous le même toit ou dans des résidences séparées? Une équipe de l'ERTMKI avec à sa tête Kansutu Kanouté s'est intéressée à la question. C'est le grand format de cette édition. La polygamie est pratiquée depuis la nuit des temps dans les familles musulmanes. De nos jours, de nombreuses coépouses vivent dans des familles polygames, partagent souvent un mari et peuvent vivre ensemble ou dans des résidences séparées. Prendre plusieurs femmes avant chez nous en Afrique, ça signifie la richesse. Parce que tu peux faire un grand champ et tu as beaucoup d'enfants aussi. Ils peuvent t'aider à faire les travaux champêtres. Ce phénomène est prévu par la législation malienne. C'est accepté aussi dans la religion musulmane. Les relations peuvent être difficiles, allant de la coopération à la rivalité. Comment les coépouses doivent cohabiter pour le bonheur de la famille? Après mon mariage, je rejoins le domicile de mon mari. La première épouse m'a accueillie à bras ouverts. Elle m'a prise comme son enfant, comme sa sœur, mais pas comme une rivale. C'est vrai, lorsque ton mari te dit qu'il veut se remarier, c'est difficile à accepter d'un coup. Mais c'est la maîtrise en soi, l'intelligence qui peuvent t'aider. Mais aussi et surtout, si elle qui vient s'ajouter à toi te respecte, te considère, cela peut atténuer la tension. Depuis que je me suis mariée, le bon Dieu ne m'a pas donné d'enfant, mais ma coépouse que vous voyez est une bonne personne. Elle m'a fait oublier cette douleur. Quand elle finit d'allaiter ses enfants, elle me les donnait et vaquait à ses activités. Un mariage polygame, pour que ça puisse tenir bon, il faut un mari qui s'assume. Entre ces deux femmes, il n'y a jamais eu de rivalité. Ces deux mamans m'ont adoptée comme leur propre fille. Auparavant, je ne savais pas qu'elles étaient des coépouses et elles n'ont pas d'amis. Elles sont toujours assises l'une à côté de l'autre. Toute ma vie s'est passée dans des foyers polygames. Mon père avait 3 femmes quand je naissais et jusqu'à présent dans mon village, certaines ne savent pas qui est ma mère réelle, tellement que les épouses ont été complices entre elles. Quand je suis venu ici à Caille, j'ai été adopté par une famille polygame. Et ce qu'on m'a dit depuis que la seconde est rentrée, la première a eu la paix. Elle lui a dit de tout laisser, ce qui est travail ménager, elle va s'en occuper. Très évidemment, dans les foyers de polygamie, il y a trop de problèmes entre les coépouses. Ces problèmes tiennent au fait qu'il y a trop de jalousie entre les épouses. C'est que nous voulons avoir à elle seule le mari. Et ces conflits, leur cause aussi est due au fait que souvent, les hommes aussi ne sont pas justes entre ces deux épouses et même dans le traitement à l'égard des enfants. Dans un foyer polygame, pour qu'une cohabitation soit harmonieuse, il faut que les hommes assurent pleinement leurs responsabilités en traitant leurs épouses avec justice et respect. Notre mari était très juste entre nous. Il nous achetait des habits chaque année. Il prenait des congés pour se rendre à Dakar chez sa sœur et il en profitait pour nous acheter plein de choses. Il faisait 2 valises et c'était sa petite sœur qui choisissait nos habits. Ma coépouse et moi, nous n'avons jamais connu de rivalité. Si le mari arrive à assumer sa responsabilité, faire imposer l'égalité entre ces 2 épouses, je pense que la famille sera apaisée et puis tranquille. Et dans le cas contraire, si le mari n'arrive pas à s'imposer ou bien il montre ses valeurs envers une autre femme, et là il y a toujours des tensions, des pressions. Et là les femmes ne vont pas se comprendre même à ta mort. Et les enfants aussi vont suivre cette même dynamique. Bien que la polygamie soit une réalité, une gestion équilibrée et un climat de respect mutuel sont les clés d'un foyer stable et épanoui. Je me suis mariée en 1960 et mon mari ne m'a jamais porté main. Il ne m'a jamais insulté. J'invite les jeunes mariés à respecter leurs coépouses, surtout celles qui vous ont dévancé. Bien que l'homme s'efforce d'être équitable, la rivalité et la jalousie empêchent les femmes de s'accepter
et cela peut mener à des bagarres, des disputes entre autres. Au niveau de notre juridiction, souvent nous enregistrons des cas. Mais la loi n'a pas fait de ces conflits une infraction spécifique. Donc chaque fois que les coépouses arrivent au niveau du parquet, on poursuit l'auteur de l'infraction dans le cadre du droit commun. C'est-à-dire qu'on lui reproche les coups et blessures volontaires. Mais souvent que ces coups-là sont des coups très très aggravés. Souvent on peut même enregistrer des cas d'amputation. Il y a des cas souvent même de coups mortels. Bon, c'est rare, mais souvent ça peut arriver. J'invite mes filles déjà dans des ménages d'être patientes, fortes, respectueuses. Dans un foyer polygame, la solution n'est pas de se battre, de s'insulter. Non, tout sauf ça. Je n'ai pas d'amis. Mes amis sont ma coépouse. Ses parents, mes parents et nos enfants. Le prophète paix et salut soit sur lui. C'est quoi avec ses épouses? On nous a donné l'exemple d'une bague qu'il a fait pour une de ses épouses. Et elle pensait qu'elle était la seule à l'avoir. Elle en parlait. Et l'autre aussi, et toutes les quatre parlaient de leur bague. Elle n'a dit à personne qu'il a fait une bague pour l'autre. Pourtant, chacun a sa bague. Donc, c'est un exemple de justice, de droiture. Et c'est tout ce qu'on nous demande. Voilà, tout à fait, quand surtout un exemple de justice et de droiture, de facteurs qui contribuent à la stabilité du foyer. En troisième région, la mairie de la commune urbaine de Sikasso, au secours du mythique marigot de la capitale du Kénédougou, le Kotorni, c'est son nom. Elle vient de lancer une opération d'envergure de curage pour plus de 60 millions de francs CFA pour sauver une des figures historiques de la cité du Kénédougou. Le reportage de Sekou Konaté et de Daouda Konaté. Représentant ce que le Nil est pour l'Égypte, le Kotorni est le nom mythique donné à ce marigot qui traverse la ville de Sikasso d'est en ouest. Au cours des années 1920 à 1969, ce cours d'eau et sa jumelle le Lotio ne tarissaient point pendant toute l'année. Mais de nos jours, par la faute des hommes, de l'érosion et de l'ensablement, ces cours d'eau, dont les noms sont intimement liés à l'humour sikassois, sont menacés de disparition. Et les autorités communales décident alors d'agir. Comme les populations sont menacées, nous sommes obligés de prendre des dispositions. Comme la mairie a suffisamment de fonds maintenant, vous avez dû entendre les résultats de l'année 2024 financiers. On a un report de 500 millions de ressources. Donc un demi-milliard que nous avons reporté de 2024 à 2025. C'est sur ça que nous avons prévu de créer tous les caniveaux qui donnent l'eau vers le Lotio et le Kotorni. Et nous avons prévu de créer une bonne partie, la partie la plus dangereuse du Kotorni. Un élan d'assainissement et de préservation de la quiétude des populations que la chef de l'exécutif régional salue en donnant le premier coup de pelle. Je remercie la commune urbaine de Sikasso pour avoir pris l'initiative de curer le Kotorni. Voilà, ce nid de marigot qu'on appelle le Kotorni, voilà, qui est pratiquement à l'origine de beaucoup d'inondations. En menant cette action, ça va complètement mettre fin à ces cas d'inondation. Les autorités communales d'inviter alors les populations à un plus grand civisme pour éviter les affres des catastrophes naturelles. Il faut signaler que cette opération de curage va concerner l'ensemble du réseau de drainage des eaux de pluie de la capitale du Kénédougou. De la culture dans ce journal, lancement officiel de l'opération d'enrôlement des acteurs privés de la culture à l'assurance volontaire pour la culture AVOC. Ça se passe à Tombouctou. Ce sont des milliers d'hommes de culture, de l'artisanat et du tourisme à être enrôlés à l'AVOC pour bénéficier des prestations de l'INPS. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. C'est Ibrahim Maïga qui a été le premier à recevoir son document d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC des mains du ministre de la Culture. Ce geste marque le début de l'enrôlement des femmes et hommes de la culture à l'INPS en région de Tombouctou. Ils seront désormais des milliers d'artistes, artisans et autres à avoir une
Et toutes nos excuses donc pour ce problème d'aiguillage. Nous restons dans le domaine de la culture. La direction du Musée national vous invite à découvrir l'exposition d'une artiste peintre. Elle s'appelle May Nyaré. Elle s'exprime à travers une œuvre intitulée Ndeya, qui veut dire le visage. Le vernissage de l'exposition a eu lieu hier en présence des passionnés de l'art, dont notre reporter Moussa Kamara. Un visage se dévoile, relevant l'âme d'un peuple à travers la couleur et la texture. Maya Nyaré, artiste peintre passionnée, a transformé le musée national en un véritable voyage visuel sous le thème Nyeda, un regard profond sur l'identité et la culture malienne. Au total, plus d'une quarantaine d'œuvres sont accrochées au musée national du Mali. Nyeda, c'est le visage. C'est également la porte d'entrée à travers les yeux qui nous amène à notre âme. Nyeda, c'est la première expression que nous voyons chez l'humain. Avant de voir quelle ethnie, quelle religion, quel pays, c'est la première chose. Un Nyeda qui a le sourire nous accueille, nous met à l'aise. Mais un Nyeda qui est triste nous repousse, nous éloigne. Donc j'ai fait l'expo sur Nyeda pour amener les gens à se questionner sur les visages, les vrais visages des gens. Les visiteurs émerveillés ont été transportés dans un univers où chaque trait, chaque nuance raconte une histoire. Madame Nyaré, avec sa maîtrise du pinceau, a su capturer l'essence même du visage, symbole de l'histoire et de l'avenir du Mali. Aujourd'hui, je suis là pour voir l'exposition de mamie et les offres sont jolies. Je suis très impressionnée de cette exposition qui est vraiment l'expression d'une démonstration artistique que je peux qualifier d'achevée. Et pour une autodidacte, je crois que c'est véritablement un coup de maître. À ce vernissage, le représentant du ministre en charge de la culture, en tant que passionné d'art plastique, n'a pas tari d'éloge sur la puissance évocatrice de cette exposition. L'objectif principal de Nyeda, le visage, est de montrer non seulement le cheminement de l'humain dans la vie, mais aussi les différentes facettes liées à cette présence à travers le port de différents masques. Les 7 étapes qui viennent d'être évoquées par l'artiste, à savoir Melekeni, Demiseni, Kamaleni, Doutigi, Balikou, Dili et Yélé, que l'artiste propose dans cette exposition retrace notre parcours terrestre de la naissance à l'illumination. Nyeda, qui veut dire visage peint avec passion, nous rappelle que notre histoire si riche et vibrante mérite d'être célébrée et protégée pour les générations à venir. Les œuvres resteront exposées jusqu'au 30 juillet. Et vous avez encore 10 jours pour visiter cette exposition Nyeda. Nous retournons à Tombouctou où des milliers d'hommes de culture, de l'artisanat et du tourisme se sont enrôlés à l'AVOC pour bénéficier des prestations de l'INPS. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Tombouctou ORTM, Idrissa Goulou Sissoko. C'est Ibrahim Maïga qui a été le premier à recevoir son document d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC des mains du ministre de la Culture. Ce geste marque le début de l'enrôlement des femmes et hommes de la culture à l'INPS en région de Tombouctou. Ils seront désormais des milliers d'artistes, artisans et autres à avoir une couverture sociale, toute chose qui les protégera contre la précarité. Au regard des avantages de cette assurance, notamment la couverture médicale à mot pour l'assuré et sa famille, la possibilité d'enrôlement des enfants qui vont affilier leurs parents au-delà de 45 ans en bénéficiant de l'amour. Nous invitons tous les acteurs privés des 3 secteurs à massivement adhérer à l'AVOC pour une meilleure protection sociale des couches les plus vulnérables. L'INPS Tombouctou mettra tout en œuvre pour enrôler le maximum d'hommes de culture à l'AVOC. Selon le directeur régional de l'INPS, l'AVOC est un régime innovant qui permet aux acteurs privés de la culture, de l'artisanat et du tourisme de bénéficier d'une protection sociale adaptée à leur réalité. L'objectif global fixé par les autorités est d'enrôler 1 million d'acteurs privés de la culture par an. Dès lors, il nous appartient ici à
à Tombouctou de déterminer notre objectif régional. En tout cas, je prends l'engagement d'approcher vos frontières dans les jours, semaines à venir afin de procéder à la détermination de notre objectif cible. Pour le ministre, ce acte est la concrétisation d'une volonté politique des plus hautes autorités. L'assurance volontaire pour le secteur de la culture a été initiée grâce à un partenariat entre le département de la santé et du développement social et du département de la culture avec l'INPS. Donc nous avons un bon travail de mobilisation et sous le leadership du gouverneur de la région. Donc nous avons passé un moment avec des artistes qui sont inscrits à un engouement. Il y a eu encore une explication et un plaidoyer par rapport à ce programme spécial parce que, comme vous savez, le président, dans sa lettre de cadrage, dans le 4e domaine, a instruit le Premier ministre et le gouvernement de travailler sur le développement des systèmes de solidarité nationale et de couverture sanitaire de l'ensemble du Mali. En compagnie des autorités régionales, le ministre a pu apprécier un pan de la culture de Tombouctou et les œuvres des artisans. Et l'actualité sportive, c'est juste après le jingle. Et pour ce sprint sportif, nous venons de recevoir Kodi Sibi. Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Awama, bonsoir à tous. Alors, nous débutons par une défaite qui fait mal, la CAN féminine Maroc 2025. Fin de parcours pour les Aigles dames en quart de finale et elles ont été éliminées par le pays organisateur, le Maroc. Oui, tout à fait Awama, en quart de finale. Donc, joué hier, les nôtres ont perdu 3-1 devant l'équipe du Maroc. L'équipe nationale s'arrête ainsi au stade des quarts de finale, envoyés spéciaux à Rabat, Assas Maré et Oumar Katraoui. Dès le coup d'envoi, les Lions de l'Atlas ont montré leur détermination, ouvrant le score dès la 7e minute. Grâce à Ibtissam Djerdi, les Maliennes ont affiché une belle combativité, mais elles ont manqué de réalisme et de chance face au but. 1-0 pour le Maroc, c'est le résultat à la pause. Le retour des vestiaires. Ibtissam Djerdi a doublé la mise pour le Maroc à la 79e minute sur penalty. Son doublé de la soirée. 15 à Chapelle, en toute fin de rencontre, a scellé le sort du match en inscrivant le 3e but pour le Maroc à la 89e minute. La réduction du score d'Aïssata Traoré, Senou, également sur penalty, à la 90e minute plus 7, est arrivé trop tard. Le Maroc l'emporte par 3-1. Nous avons franchement perdu les armes à la main. Le début du match, nous avons pris un but un peu rapide et qui nous a un peu secoué. Et malgré tout, vous avez vu, nous avons joué sans complexe. Nous avons fait notre jeu aujourd'hui. Et voilà, et l'aventure s'arrête là. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe, le staff, tout le monde, parce que vraiment les filles se sont battues. Parce que c'est pas du tout facile avec le pays organisateur. Vraiment, il y a des hauts et des bas. En tout cas, je les félicite pour les quarts de finale. Voilà, pour être complet avec ce dossier CAN féminine, on va donc dire que le Ghana s'est qualifié pour les demi-finales cet après-midi en battant l'Algérie au tir au but 4-2, 0-0 au terme du temps réglementaire des prolongations. La première demi-finale opposera le Maroc et le Ghana. Alors, la deuxième demi-finale mettra aux prises l'Afrique du Sud et le vainqueur de la rencontre au Nigeria-Sénégal. Au moment où on entrait ici, c'était 0 but partout après 75 minutes de jeu. D'accord, un mot de basketball. La Côte d'Ivoire organise l'Afro-Basket féminin du 26 juillet au 3 août prochain. L'équipe nationale senior dames est bien arrivée hier soir à Abidjan pour prendre part à cette compétition. Oui, après une première phase de préparation en Tunisie à Bamako, les Aigles dames sont dans la dernière ligne, en tout cas des préparatifs de cet événement. Elles joueront 2 matchs amicaux, lundi et mardi, respectivement contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour peaufiner les derniers réglages. Alors la phase finale débute précisément le 26 juillet et le premier tour verra
nos aigles dames opposés au Cameroun et au Soudan du Sud, deux adversaires bien évidemment costauds, mais à la portée de nos aigles dames. Et bonne chance à elle. Et depuis quelques années, nous constatons que la consommation de la drogue devient un problème de santé publique et hypothèque l'avenir de la santé. C'est dans ce sens qu'un tournoi de football a été organisé à Tombouctou entre les 5 communes de la ville pour plus de sensibilisation d'ailleurs. Oui, beaucoup de sensibilisation effectivement dans ce domaine-là. Eh bien, c'est la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire qui en est l'organisatrice avec le concours du Conseil régional de la jeunesse et de l'OCS sur le financement de l'UNICEF. C'est l'équipe de Soumbundu qui remporte le trophée en battant en finale Bambara Maoudé au tir au but. Le compte rendu de Najim Baba Sissé sur place. Cette finale opposant l'équipe de Sobundu en bleu-jaune à celle de Bambara Maoudé en bleu se tient dans le cadre d'un tournoi qui a regroupé une semaine durant 5 communes de la région de Tombouctou. Il s'agit de Douotire, Haribomo, Bambara Maoudé, Sobundu et Tonka. Il est initié par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou afin de lutter contre la consommation des stupéfiants par les jeunes. Vu les constats amers et accablants et compte tenu aussi de beaucoup d'appels du président de la transition, notamment le général d'armée Assimi Goïta à l'endroit de la jeunesse, il a toujours eu à dire à la jeunesse de faire tout pour laisser la consommation des stupéfiants. Donc c'est à travers ces interpellations que nous on a sollicité l'appui de l'UNICEF pour mener une activité sportive au niveau des 5 communes qui sont des communes pratiquement du programme de résilience au Sahel de l'UNICEF avec la coopération allemande. Donc à travers ça, nous avons reçu des financements pour mener des compétitions au niveau des 5 communes. Ce tournoi a été à la fois un cadre sportif, mais aussi un espace de sensibilisation pour éduquer les jeunes et les prévenir des méfaits de la consommation de ces produits nocifs pour la santé. Le message que je passe aux jeunes, c'est éviter la consommation des stupéfiants de tout genre. Vous voyez, au dernier recrutement, il y a eu plus de 2000 jeunes qui ont été rejetés à cause de la consommation des stupéfiants. Donc si vous voulez faire une carrière, évitez la consommation des stupéfiants. Au cours de ce tournoi, le stade Baba Al-Keirou de Tombouctou a vibré au rythme de la jeunesse. Dans le temps réglementaire, aucune des deux équipes n'est parvenue à ouvrir le score. Il fallait attendre la séance de tir au but pour que Sobundu l'emporte 4-2. La remise des prix est précédée de celle des jeux de maillot offerts par le président du Conseil régional de la jeunesse aux 5 communes qui ont pris part au tournoi. Le premier prix de la finale est revenu à l'équipe de Sobundu. Deuxième prix à celle de Bambara Maoudé qui n'a pas de mérité non plus avec son brillant parcours dans ce tournoi. Ici, le message que je donne à cette jeunesse, c'est de l'information. Qui est ici de participer qu'ils ont compris sur les méfaits de la drogue et de laisser à d'autres jeunesses. Les partenaires, aussi bien que les autorités, mesurent toute l'importance et les enjeux d'une telle activité. Pour avoir une jeunesse qui assure demain, il faut que ce soit une jeunesse saine et qui ait une bonne éducation. Donc nous avons profité de ce tournoi pendant tous ces jours pour passer des messages importants, des grands messages contre l'utilisation, la consommation des stupéfiants, des drogues qui ruinent la vie des jeunes. Il est important pour nous aujourd'hui de mener une sensibilisation auprès de cette jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Alors vraiment à lutter contre la consommation de la drogue et les stupéfiants. Auparavant, plusieurs personnalités avaient bénéficié d'attestations en signe de leur engagement pour la lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu jeune. Oui, intéressant Koji. Des activités de ce genre doivent se multiplier pour accompagner l'État dans les initiatives de lutte contre la consommation de la drogue. Et nous espérons vivement que ces sensibilisations vont donc porter fruit. Alors, c'est presque tout, Awama. On va juste donner rendez-vous à nos téléspectateurs demain dimanche avec d'autres nouvelles, notamment le séminaire international sur la médecine du sport avec les pays de l'AES, le tournoi de montée en Ligue 1, le champion du football féminin qui sera également connu. Ce sera soit l'AS Mandé ou l'USFAS qui s'affrontent ce dimanche.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci bien, Kodi Sibi. Merci. Rendez-vous est donc pris pour demain sur ce même plateau pour d'autres informations sportives. Et c'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes qui se battent nuit et jour pour la pacification du pays. Bonsoir.